Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire comment mettre en place une équipe de data science, organisée par Data Scientist et animée par Vestiaire Collective. Salut Adrien, comment vas-tu? Bonjour, très bien vous. Super, merci. Pour ma part, je me présente. Je suis Yoël Torgman, CEO et cofondateur de Data Scientist. Data Scientist qui est un organisme leader en France dans les formations data science. Et je serai votre animateur durant ce webinaire. Faut savoir que c'est déjà maintenant le 5e webinaire que l'on organise. Effectivement, donc les précédents étaient organisés avec également le ministère des Finances publiques, avec Safran, avec Michelin, avec Banque Privée. Effectivement, donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir parmi nous Adrien Marteau. Adrien, qui est donc le Head of Data Science chez Vestiaire Collective depuis 3 ans maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Et un petit mot également sur la communauté des Databoss. Donc, c'est une communauté maintenant de 180 personnes. Et nous continuons à parler des nouveaux enjeux, des défis à relever et réfléchir ensemble à des stratégies. L'idée étant de mettre en place et de partager tout type de stratégies liées à la data science, que ce soit sur des sujets techniques ou moins techniques. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de intro. Également, on a eu un petit couac entre le Zapier, entre Eventbrite et Livestorm. Je pense que les gens vont se connecter là dans quelques minutes. Il y a déjà un peu plus d'une vingtaine de personnes. Il faut savoir qu'il y a déjà plus d'une centaine qui se sont inscrits à ce webinaire. Quoi qu'il en soit, vous aurez accès à l'issue au replay sur YouTube. Je remercie dès à présent Adrien Marteau de nous accorder du temps pour animer ce webinaire. Il nous parlera notamment de son expérience au sein de Vestiaire Collective et se permettra de proposer un focus à la fois sur la mise en place d'une équipe data science, mais également de la fonction data science en entreprise en général. Voilà pour la petite intro. Adrien, je te laisse te présenter. Si tu peux déjà commencer peut-être par nous parler de ta fonction au sein de Vestiaire Collective. Bien sûr, donc merci de m'accueillir, de me donner l'opportunité de pouvoir parler un petit peu de mon expérience et de comment ça s'est passé pour moi au cours de ces 3 dernières années. Voilà, donc moi aujourd'hui je suis le Head of Data Science chez Vestiaire Collective. Mais je regroupe pas seulement la Data Science, je manage aussi l'équipe de Data Engineering. Donc en fait, on va dire que grosso modo, j'ai sous moi toutes les parties assez, on va dire, techniques avancées autour de la manipulation de la donnée. Voilà, donc tout est pour tout. On est une équipe, donc il y a moi plus 6 autres personnes réparties entre ces deux équipes pour du coup travailler et aider Vestiaire Collective du coup à enrichir, à utiliser, à faire un bon usage de ces données, à augmenter aussi nos sources de données et à permettre aussi d'exporter et de bénéficier, que ce soit nos équipes internes ou même des outils externes, des données qu'on récupère et qu'on manipule. Voilà. Donc, sinon, en termes de parcours, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger avant de revenir chez Vestiaire. J'ai été un peu plus de 5 ans et demi à Londres. J'ai un petit peu fait une transition vers la data science. J'étais plutôt avant d'un parcours plutôt finance de marché, mais avec un fort attrait pour les statistiques. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à faire de la data science. Et ça va faire un peu plus de 5 ans aussi Vestiaire, plus mon ancienne expérience, où je suis donc plutôt dans les milieux de e-commerce. Et aussi beaucoup plus attrait, on va dire, à la mode et fashion, puisqu'avant j'étais chez Farfetch. J'en reviendrai un petit peu là-dessus, parce que ça a été aussi pour moi une expérience importante avant de démarrer chez Vestiaire. Très bien. Si tu veux, on peut enchaîner et à toi la parole. Vas-y, tu peux dérouler du coup. Et voilà, encore une fois, donc Adrien qui aura une contrainte à 14 heures. Donc on va essayer peut-être de tenir la montre, on n'a pas le choix de toute façon. On va essayer peut-être de finir à 13h45 pour ensuite pouvoir laisser le temps de répondre aux questions. Très bien. Alors, hop, tac, je vais faire ça en espérant que ça passe bien. Alors, je vais mettre ça un petit peu plus. On revient. Ah, évidemment. Alors, hop. Excusez-moi pour le petit couac. Voilà.
Voilà, donc comme l'a introduit Yoël, donc aujourd'hui je vais vous parler en fait surtout de mon expérience autour de la mise en place de la data science chez Vestiaire. Et donc on va parler de l'équipe. On va aussi parler un petit peu de tout ce qui est autour justement de ces équipes et des outils, des process et ce genre de choses. Donc voilà. Pour moi, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est que ça reste mon expérience personnelle. Donc je vous invite à aussi potentiellement le prendre avec un peu, on va dire, peut-être des pincettes et de l'ajuster aussi à votre expérience ou à votre vécu. Mais donc voilà. Donc alors ça va être très affirmatif parce que je pense que c'est important aussi que je soutienne mes idées. Mais voilà. Donc et n'hésitez pas après à poser des questions et à revenir sur les différents points. Voilà. Donc, la mise en place de l'équipe Data Science. Donc, un peu mon retour sur mes 3 ans, un peu moins de 3 ans chez Vestiaire Collective. Comment j'ai décidé un peu d'introduire tout ça? Dans un premier temps, on va parler de ce que j'appelle donc mettre en place des fondations, c'est-à-dire les premières choses un peu, surtout moi quand je suis arrivé, rien n'était en place. Donc, la question c'était un peu de se poser, c'est ok, quelles sont un peu les premières étapes et surtout d'un point de vue, on va dire technologique et processus, etc. Que faire un peu dans un premier temps? Quelles sont un peu les premières choses par lesquelles moi je suis passé pour pouvoir un peu poser des bonnes fondations. Ensuite, je vais introduire un autre aspect qui était aussi partie un peu de cette première phase d'introduction de la data science, qui est sur mettre en place des relations avec d'autres équipes. Donc, j'ai insisté sur certaines d'entre elles. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Qu'est-ce qu'on en retire et en quoi c'est un peu clé aussi sur la continuité de la mise en place. Ensuite, on va parler recrutement. Sur du coup comment approcher un peu le recrutement, surtout alors moi dans mon cas je vais revenir surtout sur le fait que j'ai démarré, j'étais tout seul et comment est-ce qu'on va recruter ces premiers data scientists, un peu les questions que je me suis posées. Ensuite un petit peu en termes de rétrospective, montrer quel était un peu le premier projet qui avait été déployé en production, comment un peu ça s'est passé, faire un petit retour sur ce projet-là, comme un peu un exemple potentiellement à prendre. Et enfin on va finir par des conclusions et on va dire les points importants à retenir ou que je voudrais vraiment mettre en avant un peu à conserver en tête à la fin de cette présentation. Voilà. Avant tout, je voudrais commencer par un petit prologue. Donc voilà. Donc, avant de rejoindre Vestiaire, j'ai à peu près eu, on va dire, environ 5 ans d'expérience dans le domaine de la data science ou dans la modélisation statistique dans différentes entreprises. Et au cours de mes différentes expériences, disons que j'ai commencé à faire un certain constat autour de ce que c'était que la data science, comment c'était mis en place, comment c'était utilisé. Et les points importants, surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que déployer des modèles, les mettre en production, des modèles de data science, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses comme par exemple le fait que, on va dire, c'est le data scientist qui va mettre en place le modèle, mais souvent on va avoir des dépendances vers d'autres équipes pour permettre d'appliquer, d'utiliser ce modèle. Et en plus de ça, souvent le déploiement, la release, la mise en production en tant que telle est souvent un petit peu plus compliqué que, on va dire, par rapport à des approches traditionnelles. Il y a aussi le fait que c'est souvent compliqué, on va dire, de l'incorporer. C'est-à-dire que souvent la manière dont les data scientists vont un peu développer, alors ça c'est pareil, c'est par rapport à mon vécu, dont des modèles vont être développés, déployés, etc., sont plutôt dans un environnement, on va dire, isolé des data scientists, qui sont un petit peu, on va pas dire dans une bulle, mais un petit peu dans un univers de confort où ils travaillent. Et souvent, cette intégration se fait dans un univers de production avec d'autres fonctions, d'autres environnements, et comment est-ce qu'on peut, finalement, la complexité, des fois, c'est comment on lie les deux, comment on permet à ces deux environnements, data science, un peu plus production générale, de communiquer. Ensuite, la définition d'un modèle ou d'un projet et le scoping un peu, souvent assez compliqué. Ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on a discuté avec des interlocuteurs sur tout business, tout le monde est très intéressé par utiliser des modèles de data science, mais on a derrière tout ce qui va être un petit peu le vrai usage, le vrai problème à résoudre, est pas souvent très clair. Donc ça, c'était aussi une certaine forme de complexité dans ce qu'on doit faire. C'est ce qui permet aussi de justifier notre existence dans une entreprise. Et mon dernier constat que j'emmenais avec moi, c'était que les data scientists ont tendance à travailler un peu en isolation, en silo.
C'est-à-dire souvent c'est une personne qui va avoir un peu un projet de bout en bout, qui va s'occuper du prototyping, de la mise en production, et du coup en fait en termes de collaboration ça peut être assez compliqué. Et il y a aussi le fait que souvent chaque modèle, chaque projet est un peu isolé aussi en lui-même en termes de code, en termes de par exemple de features que le modèle va utiliser, et donc ça derrière c'est pareil, c'était quelque chose que je voulais moi aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut essayer de le casser via les méthodes ou via des outils. Ça, c'était un peu mon postulat quand j'ai quitté l'entreprise où j'étais avant, Vestiaire Collective, et disons les questions, les problèmes que je voulais résoudre en arrivant. Donc, quand je suis arrivé, j'étais donc l'unique data scientist. C'était vraiment la mise en place totale de la fonction. Et donc voilà, c'était un peu mes observations de départ. Donc, commençons avec ce qu'on appelle les fondations. Donc, moi, ce à quoi en tout cas je me suis attaché en premier. Pour moi, ce qui était important, c'était dans un premier temps, en termes d'outils, etc., d'utiliser Python. De par mon expérience, j'avais fait un peu de R. Je sais qu'il y a aussi d'autres langages utiles, comme par exemple Julia ou ce genre de choses, et même parfois dans d'autres langages pas nécessairement, on va dire, associés directement au machine learning, qui sont utilisables pour faire du machine learning et la data science. Ceci étant, pour moi, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas, enfin, il y avait énormément de raisons d'utiliser Python. La plus importante étant que c'est quand même aujourd'hui le langage de prédilection en termes de data science, donc pour ne pas se limiter, pour pouvoir garder un peu aussi le contact avec les communautés, voir comment ça évolue, etc. Garder Python était pour moi fondamental. L'autre aspect, c'est que ça reste aussi un langage de programmation, on va dire qui n'est pas utilisé seulement dans le contexte de la data science, mais aussi pour construire des applications, des microservices. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'API, et ça permet aussi d'enrichir et de l'utiliser pour faire en sorte que dans le développement de modèles, on puisse aussi intégrer une partie de programmation, un peu de computer science, pour aussi bien faire les choses et pas avoir juste que de la modélisation statistique, et donc de pouvoir utiliser cet aspect-là. Voilà, donc moi, la première chose, c'est Python. En deuxième étape, c'était commencer à réfléchir à mettre des bases un petit peu, et donc quelles étaient un peu sur les questions que je m'étais posées en amont. Les objectifs aussi que je me suis donc fixés, c'était dans un premier temps avoir on va dire un environnement, des outils qui me permettent d'avoir des déploiements simples, flexibles, pour tout ce qui va être les manipulations de données et tout ce qui va être les jobs de machine learning, l'entraînement, prédiction, etc. Surtout sur l'aspect batch. Dans un premier temps, en termes de simplicité, faire du batch, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus carré. Mais je voulais quand même être capable d'avoir un peu cette flexibilité. De ma précédente expérience, ce qui avait été beaucoup utilisé, c'était Docker et des cron. Et ce que je trouvais, c'était que les cron n'étaient pas nécessairement faciles à suivre et pas nécessairement très flexibles non plus. Tout était très isolé. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais casser. Et je vais montrer un peu après ce qui a été utilisé justement pour le faire. Donc ça, c'était ma première chose, c'est un environnement de déploiement stable, quelque chose de facile. Dans un deuxième temps, c'était un peu sur les bonnes pratiques, sur des choses que je voulais mettre en place. C'est pas, on va dire que ça fait partie des outils qui vont être utilisés en data science, parce qu'on va faire quand même des développements de software, etc. Mais on va dire que c'est pas ce qui est nécessairement mis très en avant. Mais pour moi, c'est quand même assez fondamental dès le départ, poser des bases qui étaient plus proches à la programmation, comme l'utilisation de Git. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même assez ancré et assez vraiment fait assez partie de l'environnement data scientist, mais aussi d'intégrer d'autres choses vraiment beaucoup plus orientées software, comme l'introduction de testing, donc d'unit test, intégration, vérifier le code, s'assurer que les fonctions qu'on écrit, les modèles qu'on développe se comportent, au moins d'un point de vue exécution, tel qu'on l'attend. Ça m'est arrivé dans le passé de déployer des modèles et de pas nécessairement obtenir les résultats qu'on veut. Alors, c'est souvent très compliqué dans la manipulation de données parce qu'on n'a pas nécessairement les notions de unit test, de testing sont plutôt liées à la distribution des données, les valeurs possibles de ces données et des valeurs extrêmes et ce genre de choses. C'est pas nécessairement intuitif, mais il y a quand même une partie importante qui est d'introduire un peu cet élément dans la culture pour faire en sorte d'être sûr que au moins on contrôle les paramètres de notre modèle. Et pareil, toujours un peu pour aller avec les notions de déploiement, d'environnement, d'essayer au maximum de s'intégrer dans
dans des outils comme et des processus de CI/CD. Donc CI/CD, c'est Continuous Integration, Continuous Deployment, et donc de mettre en place des automatismes pour que, pareil, les modèles puissent très rapidement aller en production, avoir des différentes checklists automatisées, automatiser au maximum ces étapes-là pour que derrière, ça, entre guillemets, ça vole et que ça parte très facilement. Voilà, donc ça, c'était vraiment, on va dire, les premières bases. Pardon, ça va un peu trop vite pour moi. Ouh là là. Attendez. Hop. Ce que j'ai, du coup, les outils que j'ai utilisés. Pour moi, un des premières choses aussi que j'ai importé, qui était justement, pareil, une des premières bases, en plus de Python, c'était d'utiliser Docker. Alors, je pense que ça commence à faire son petit bout de chemin aussi de manière générale, pas seulement dans la data science, mais ça devient aujourd'hui l'outil de prédilection de déploiement et de release, qui est d'utiliser Docker. Donc, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce que c'est que Docker, c'est un outil de gestion un peu d'environnement. Ça, c'est sur la base de containers. C'est un petit peu comme des virtual machines, mais du coup, qui sont définis un script qui permet de définir l'environnement et du coup de garantir une certaine stabilité. Parce qu'une des choses, en fait, aussi, moi, de mon expérience et de voir avec les autres data scientists que j'ai pu côtoyer, c'est que les data scientists aiment bien quand même être assez libres dans leur usage de librairies et de packages dans Python. C'est-à-dire ne pas se dire, ah ben voilà, j'ai trouvé ce truc qui est peut-être un peu exotique, mais qui, in fine, résout très bien mon problème. Et on ne veut pas nécessairement être bloqué par se dire, ah ben le serveur où on va déployer le modèle ne peut pas utiliser ça pour cause de conflits. Et Python, ça arrive très rapidement, les conflits entre packages. Donc, du coup, l'idée, c'était de s'isoler au maximum, de dire, un projet, un modèle, un environnement. Et Docker le permet très facilement. Donc ça, c'était quelque chose que pour moi, était pareil, quasiment partie dans la non négociable, donc ça donnait vraiment un outil qui permet de le faire. Et surtout, c'est de la responsabilité du data scientist. Ça, pour moi aussi, c'est une chose qui était importante, c'est de responsabiliser le data scientist au maximum sur tout, on va dire, la pipeline de son modèle, sur tout le phase de déploiement. Et de le pousser au maximum, on va dire, sur du prototyping, d'être vraiment dans les phases très en amont, et aussi dans les phases très en aval de déploiement, d'intégration, etc. Pour moi, Docker était aussi partie prenante puisque on limite les interactions, enfin on limite les dépendances à d'autres équipes, puisque finalement, une fois qu'on a écrit qu'on a défini notre Docker, on peut juste l'envoyer et il fonctionne, si on l'a bien fait. Et donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important. Et in fine, c'est plutôt simple à utiliser. Alors, j'étais travaillé avec certains data scientists même des personnes un peu dans mon équipe qui n'étaient pas nécessairement familières avec Docker au début, et ont eu aucun problème à le prendre en main. Donc là, par exemple, je vous ai montré, je mets en exemple sur la slide un script Docker pour déployer un modèle de machine learning. On va dire qu'au final, ça devient quelque chose de très très simple. On va avoir quelques commandes où on va définir finalement les dépendances de son modèle. On va mettre le code qu'on utilise et qu'on peut déployer, qu'on peut développer sans utiliser Docker nécessairement dans un répertoire Docker code. On met ça dans l'image. Une fois qu'on l'a construit, on déploie et ensuite ça devient très facilement applicable. Et de cette manière-là, si on fait bien nos requirements, c'est stable, c'est fixe, et même entre guillemets, peut-être dans 5 ans, normalement, c'est toujours censé fonctionner. Donc voilà, ça permet aussi de ne pas avoir des problèmes qui arrivent au plus tard parce que une dépendance a changé, etc., etc. Donc Docker permet cette stabilité et une certaine flexibilité. Chacun peut faire ce qu'il veut. Si on a besoin de TensorFlow, on peut utiliser TensorFlow. Si on s'en cantonne à scikit-learn, on fait ça. Si on fait des choses très simples où il n'y a pas besoin de dépendance, on peut utiliser une image Python de base. Voilà. Et donc c'est très rapide à prendre en main. Tout le monde arrive très très bien à le faire. Le deuxième outil pour moi qui était aussi très important à prendre, à mettre en place, c'était donc un outil de gestion un peu de ces environnements et de déploiement. Le choix que j'ai fait, c'était d'utiliser Airflow. Alors Airflow, c'est pas un outil de machine learning à proprement parler. C'est plus que ça, on va dire. C'est quelque chose qui est encore plus, je dirais, qui va beaucoup plus loin que ça. C'est un orchestrator. C'est vraiment un outil qui va servir à organiser les tâches, organiser, on va dire même un job de manière générale, qui peut être de l'entraînement de machine learning ou autre. Mais ça permet de séparer les différentes tâches qui vont construire en fait le job global et de définir un graphe de dépendance. J'ai après un exemple illustratif de comment est-ce que ça a été de ce qu'on a nous par exemple en production. Donc voilà. Donc à la base ça avait été créé par Airbnb, aujourd'hui c'est repris par Apache, c'est open source.
C'est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. C'est extrêmement utilisé par beaucoup d'entreprises. Et des grandes entreprises. Donc, il y a Lyft, par exemple, aux États-Unis. Airbnb l'utilise toujours. Donc voilà. Et c'est une communauté qui est assez active, avec beaucoup de développement, etc. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça intéressant? Comme je dis, c'est que c'est assez flexible. C'est très, très flexible comme outil. Ça permet de faire plein de choses. De la requête SQL, donc pour gérer des imports, des manipulations de données, des exports. Finalement, Airflow est un peu né de cette idée de connecter deux sources. Par exemple, la chose qu'on peut faire, c'est utiliser une base de données de production et importer ça dans un data lake. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, plutôt du côté data engineering. Mais voilà, ça permet ça. Ça permet aussi, à partir du data lake, faire une query qui va extraire les données dont on a besoin pour le modèle, entraîner un modèle et derrière gérer le déploiement, les prédictions et ce genre de choses du modèle. Et aussi, ça permet, par exemple, d'exporter des données, de contrôler d'autres services, etc. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ça permet beaucoup de choses. Et c'est extrêmement… ça permet aussi d'être customisable. Donc, nous, on a développé des choses par-dessus Airflow beaucoup plus qui nous permettent de gérer, nous, nos besoins à nous plus ponctuels sur on va dire des cas d'usage qui nous sont propres, avec des systèmes vraiment à nous, des tâches propres à nous. Mais c'est aussi extrêmement simple à faire, de partir on va dire de classes de base, de ce que permet Airflow de base, et de l'enrichir. Et cette customisation aussi, ça permet aussi de permettre pas mal de choses. Donc, comme je disais, ça peut être, et Airflow permet d'utiliser notamment Docker. Pour ça, pour moi, l'idée était, typiquement, ça va être un entraînement de modèle, c'est exécution d'une query qui va récupérer les données pour les stocker dans un fichier, démarrer un Docker qui va prendre ce fichier en entrée, faire un entraînement de modèle, potentiellement des prédictions qui sont associées ou sur un fichier de prédiction, et ensuite réexporter ça et sauvegarder dans un nouveau fichier d'export, et ensuite réinjecter ces données-là dans la base de données. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose en 3 étapes, très simple, très finalement assez, on va dire, rodé de notre côté, c'est extrêmement simple à faire. Et donc voilà. Les autres avantages d'Airflow, c'est que c'est scalable. On peut monter en capacité de calcul très simplement. Il y a pas mal d'options. Alors souvent, les gens démarrent avec une option très simple on va dire, tout seul sur une machine, mais c'est possible de démarrer sur un cluster et même de le faire tourner sur Kubernetes. Pour l'histoire, nous, on a démarré sur un cluster, on va dire avec un node principal et des différents workers, etc., avec tous les mécanismes de synchronisation d'Airflow, et ça a été honnêtement très simple à mettre en place, à customiser pour nos besoins, etc. Et maintenant, on est passé sur Kubernetes. Donc, on utilise Airflow sur Kubernetes. C'est pareil, c'est extrêmement simple, extrêmement volatile et versatile, pardon. Ça nous permet de vraiment avoir de puissance de calcul pour nos cas d'usage extrêmement utiles. Et comme je disais, ce que j'ai un peu évoqué avant, c'est extrêmement maintenu. C'est aussi une forte communauté d'utilisateurs et de contributeurs. Donc voilà, donc il va y avoir bientôt la version 2 qui va être déployée, qui est extrêmement intéressante, qui va résoudre énormément de problèmes et permettre beaucoup plus de capacité que la version 1 actuelle d'Airflow. Et pour info, donc le petit bout de script que j'ai mis sur la slide, c'est montrer le genre de définition, le genre de code. Donc c'est récupéré de la documentation officielle d'Airflow, mais sur voilà comment est-ce que finalement c'est assez simple de d'écrire ces tâches, de le mettre en place, de définir le graphe. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble chez nous, voilà. Donc ça c'est un graphe de tâches d'Airflow, d'un job, on va dire ce qu'on appelle un DAG. C'est vraiment un process en entier qui s'exécute de manière journalière. Et ce que ça permet, c'est de définir le graphe de dépendance. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que des fois, donc ça va vraiment être, on va dire, ce qui va venir en amont d'un projet que je vais présenter après. Mais voilà, donc on a beaucoup d'interactions. Toutes les bulles bleues, ça va correspondre à ce qu'on interagit avec notre base de données, notre data warehouse. Les bulles violettes, c'est par exemple des gestions de cache. Donc on va par exemple envoyer des informations dans des caches pour permettre de les récupérer plus tard. Et etc. Et donc ça, l'avantage aussi, c'est que ce graphe, Airflow va savoir l'exécuter et donc pas nécessairement l'optimiser, mais l'exécuter de manière un peu plus optimale par rapport à ses ressources et les dépendances pour finalement permettre une exécution, on va dire, la plus rapide possible. Donc voilà, on peut avoir des choses très compliquées. Et comme c'est du code Python en plus, beaucoup de choses peuvent être faites de manière programmatique. On peut créer une liste et avoir les tâches qui sont finalement définies par des sortes de templates qui définissent des listes.
Voilà, donc, et ça, je pense que pour nous, parmi un peu tout, et ça, bon, c'est surtout une des choses que j'ai mis en place, mais ça a été, je pense, un des grands accélérateurs aussi de l'équipe, de permettre finalement de déployer via Airflow, de séparer un peu certains aspects du modèle, de la modélisation via Docker et de déployer, les orchestrer via Airflow. Honnêtement, aujourd'hui, sortir un modèle, une phase de prototyping, à la mise en production en utilisation batch, c'est vraiment l'affaire d'une semaine à peine. C'est extrêmement rapide aujourd'hui. Une fois que toutes les blocs sont mis en place, c'est assez synthétisé. Là où on peut encore progresser, c'est sûrement sur les utilisations des Docker et comment on peut templater cette partie-là, mais honnêtement, c'est déjà assez rapide et assez efficace. Je voulais aussi citer d'autres outils dans les outils qu'on a utilisés, alors qui sont pas nécessairement qui sont pas aussi peut-être aussi prépondérants, mais qui sont aussi des fortes aides pour nous dans la mise en place et l'intégration un peu des modèles et de l'équipe avec les autres. En voilà 5. Alors, on est chez AWS, donc je cite leur solution. Mais je pense qu'on peut prendre ça comme n'importe quel équivalent chez Azure après, ou chez GCP, chez Google, ou autre cloud provider. Mais voilà, donc c'est certaines ressources managées. La première, c'est notre data warehouse. Nous, on utilise Snowflake. Et honnêtement, pareil, en termes de export, import de données, ça a été vraiment une simplification monstrueuse pour nous par rapport à peut-être des données plus traditionnelles. Avant ça, donc chez Vestia, on utilisait aussi Redshift, qui était aussi très pratique et assez utile quand je compare des fois par exemple à d'autres technologies comme les trucs un peu plus traditionnels comme du Postgre, etc. L'insertion de données et l'extraction de données est extrêmement simplifiée et très bien intégrée avec par exemple des ressources comme S3 pour nous. Les trois autres qu'on va avoir, c'est des ressources AWS. Alors, SageMaker, c'est ce qui permet de faire du machine learning, de créer des environnements de notebook ou de déploiement de modèles de machine learning. Pareil, ça, c'est extrêmement utile pour nous quand on a plus besoin d'élasticité. On va plutôt utiliser SageMaker. Si on a besoin d'une grosse machine pour faire des gros calculs avec un modèle de machine learning, on va utiliser plutôt SageMaker parce que c'est c'est pas très cher, on va dire, et on n'a pas à gérer des ressources, de faire des demandes particulières. On peut utiliser SageMaker directement. Lambda, c'est l'exécution de code serverless. Ça, c'est pareil pour les intégrations, les créations d'API. On n'a pas nécessairement beaucoup de choses à gérer. On a juste un peu des scripts Python à écrire dans des lambda et c'est directement exécutable, etc. C'est pareil, c'est très pratique et toute la machinerie AWS le permet facilement. Et enfin, les deux derniers que je cite, donc c'est SQS qui est un système de queue et Redis. Ça, je les mets en avant parce que c'est aussi des outils qui sont finalement très simples à utiliser, très simples pour nous à utiliser, à mettre en place, à intégrer dans la base de nos outils pour l'intégration de modèles. Donc SQS, donc c'est de la queue, ça permet de nous d'envoyer des messages qui peuvent être par exemple intégrés dans la queue d'un autre service pour les consommer et pouvoir ingérer nos données. Et Redis, c'est plutôt de manière un peu plus asynchrone, qui va être de créer un cache pour que comme ça les autres services puissent aller récupérer les informations si besoin. Et pour nous, pareil, ça a été extrêmement simple à intégrer avec Airflow. On a des fois fait des choses un peu plus custom pour nos besoins, mais ça a été extrêmement simple d'envoyer les données et de gérer les données via ces outils-là. Voilà. Ça, c'est un peu plus sur les outils, sur un peu les process. Donc voilà, donc ça, c'est pareil. Donc, ça fait partie un peu de la première phase quand je suis arrivé. C'est mise en place on va dire, d'aspect technique. La deuxième chose sur laquelle je me suis concentré à mon arrivée, c'était des relations avec les autres équipes. Voilà. Donc là, je vais surtout insister sur trois équipes. La première, c'est les DevOps. Pourquoi les DevOps? On va dire que pour moi, c'est un peu les faiseurs de roi. Et j'ai souvent entendu parler beaucoup de relations conflictuelles avec les DevOps. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une équipe qui grosso modo peut nous débloquer énormément ou au contraire nous bloquer beaucoup sur l'utilisation de nos ressources et de nos déploiements. Après, ce qui est compliqué, c'est ils ont beaucoup de responsabilités et de pression, beaucoup de demandes aussi à gérer. Travailler un peu cette relation avec eux, c'est assez important. Parce que comme ceux qui gèrent ces environnements de production, et que nous, souvent côté data science, on a des besoins assez spécifiques, assez, comme je disais, un peu exotiques, et souvent très multiples. On va avoir besoin de beaucoup d'environnements, des fois, au final. C'est assez important de bien s'entendre avec les DevOps, d'avoir une bonne relation, de comprendre aussi leurs enjeux, etc., pour que nos demandes passent plus facilement, qu'on fasse aussi une bonne compréhension et une intégration de leurs outils. Et ça, c'est un peu le deuxième point, c'est les déploiements et les outils de releasing. D'être capable un peu de se mettre un peu à leur place, d'être capable de prendre en main un peu certains de leurs outils, ça nous permet de nous débloquer
de montrer qu'on est aussi des interlocuteurs avec qui on peut discuter, et qu'on n'est pas juste des, on va dire, des demandeurs, etc., mais qu'on est capable aussi de collaborer, de travailler avec eux. Et c'est pour ça que c'est important, donc de faire ce cheminement-là, de discuter avec eux. Parce que d'être, comme j'ai un peu d'être dans leur petit papier, c'est beaucoup, en fait, le fait d'être dans une bonne relation avec la DevOps, c'est extrêmement utile, et ça va débloquer beaucoup de situations, et à contrario d'être plutôt dans une relation peut-être un peu plus entre guillemets conflictuelle ou pas nécessairement travaillée, bah, ça peut prendre plus de temps, c'est pas nécessairement très bien compris les besoins qu'on leur émet, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces choses un peu toujours un petit peu plus spéciales, un peu exotiques à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plein de choses différentes alors que les autres équipes dev ont besoin de choses beaucoup plus simples, pas autant de technologie que nous. Voilà. Ça, c'est un peu dans une première équipe importante à garder. Et pour moi, c'est la top priorité. Travailler aussi avec les équipes tech, avec les autres équipes tech. Ça, c'est important. Parce que c'est via eux que va se faire l'intégration de la modélisation, souvent dans les environnements de production. On va dire. Tout ce qui va être un petit peu plus que juste des modèles d'analytics. Mais quand on va commencer à s'intégrer avec le reste, alors par exemple, nous, de la marketplace, des produits, etc., bah, on va travailler avec les équipes tech. C'est pareil, les environnements data science et tech sont pas nécessairement les mêmes. Les usages qu'on fait, nous, sont pas exactement équivalents à ce qui va être les habitudes qu'ils peuvent avoir de leur côté. Avoir ces discussions très rapidement, dès qu'un projet se met en place, de discuter, d'accompagner, de quoi il en retourne du modèle, comment il va un petit peu fonctionner, quelles sont ses entrées, ses sorties, et discuter avec eux pour faciliter finalement cette mise en place. J'ai mis par exemple sur les quelques bullet points, des exemples de questions un petit peu moi que j'ai eues au cours des différents projets, qui sont comment est-ce qu'on contrôle le résultat d'un modèle. Ça c'est pareil, il faut expliquer que un modèle c'est surtout des données, donc on peut pas garantir qu'à chaque fois qu'on aura un appel, le résultat pourra être le même, le modèle peut évoluer, voilà, et donc ça reste un élément statistique, donc on peut pas nécessairement trop le contrôler. Ça des fois c'est un peu pas nécessairement trop intuitif par rapport aux habitudes que on va dire plus dans les équipes tech, software, où on va avoir des tests de régression, on va avoir des tests unitaires, etc. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un pendant de garantir ce genre de choses d'un point de vue data science et modélisation. Comment récupérer les résultats? Ça, c'est un petit peu aussi un écho SQS et Redis, c'est-à-dire comment est-ce qu'on discute avec eux sur la meilleure manière de récupérer les données qu'on veut mettre à disposition. Est-ce que c'est une API? Est-ce que c'est un cache? Est-ce que c'est une queue? Il y a beaucoup d'options. Est-ce que c'est une requête directement sur la base de données? Il y a pas mal d'options et de discuter avec les équipes, ça permet aussi de comprendre eux leur environnement, ce qu'ils eux préfèrent, et après de discuter aussi par rapport à leurs contraintes, nos contraintes, ce qui permet de trouver une solution optimale. Et enfin, quelles sont les données requises? Des fois, nous, dans certains modèles, on va avoir des données qui sont, on va dire, nécessaires et d'autres qui sont optionnelles, mais fortement recommandées. Voilà, donc dans certains cas de modèle, on va peut-être on va se rendre compte que le modèle ne performe pas très bien parce qu'ils n'envoient pas toutes les données qu'ils pourraient envoyer. Donc, nous, on essaie d'avoir des modèles qui sont assez flexibles pour s'ajuster aux différents cas d'usage des environnements de production, mais des fois, par exemple, sur les appels API, il va nous manquer certains champs qui vont enrichir le modèle, qui vont pas être disponibles. Donc, c'est de travailler avec eux, expliquer, c'est optionnel, ça va pas empêcher le modèle de travailler, mais plus on envoie d'informations, meilleur le modèle sera. Donc voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ces discussions-là, ça se fait souvent. C'est bien de le faire autour d'un projet, de se servir de point d'ancrage d'un projet pour bien discuter, le raffiner, et aussi en profiter pour un petit peu évangéliser et expliquer quel est notre rôle et ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut interagir. La troisième équipe aussi qui est très importante au final, qui est pas nécessairement celle que tout le monde, aurait peut-être mis en premier, mais moi je pense que c'est plutôt vers la fin, on va dire entre guillemets, mais c'est les équipes business et produits. Ces équipes-là, c'est vraiment les sponsors directs des projets. Entre guillemets, c'est eux qui vont aider à débloquer les roadmaps, à mettre en avant les projets, un peu décider de ce qui doit être fait, ou peut-être aussi de venir avec des propositions autour de ce qui peut être fait. Après, ce que je me suis rendu compte, c'est un petit peu sur un écho de mes premiers points, c'est que souvent, ils veulent un modèle de machine learning, mais ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils veulent, en fait. Je pense que data science, machine learning, ça résout n'importe quel problème. Puis une fois qu'on a créé un modèle, c'est bon. Donc voilà, c'est pareil. En termes d'accompagnement et de relations, c'est important de discuter, d'expliquer de quoi il en retourne quand on fait de la data science et du machine learning. Que parfois, le modèle est pas nécessairement, le problème n'est pas nécessairement clair. Le modèle qu'ils veulent ne va pas nécessairement vraiment aider à résoudre le problème de fond auquel ils veulent s'attaquer.
que des fois aussi, même si on a créé un modèle, si on peut le faire, il y a des questions sur comment est-ce qu'on accède les données, comment est-ce qu'on les met en place. Et enfin, une fois qu'on a ces données disponibles, que le modèle génère les données, c'est facile d'y avoir accès, de savoir ce qu'on en fait. Un exemple typique, c'est voilà, on fait un modèle de prédiction si un utilisateur va revenir sur la plateforme ou pas. On va faire un score de va revenir ou va pas revenir. Souvent les équipes CRM sont extrêmement friandes de ce genre de modèle ou de la segmentation. Et derrière, après, la question c'est bon, maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous tirez de la valeur de ce modèle-là? Là, des fois, c'est un peu moins clair. C'est dommage parce qu'on a déjà fait beaucoup de travail, on a créé un modèle, on l'a intégré, on l'a mis à disposition. Et derrière, la valeur qu'il apporte au final, in fine, est pas aussi probante que ce qu'on aurait imaginé au début du projet. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de l'accompagnement de ces relations, de dire voilà, on peut faire des modèles, il y a plein de choses qu'on peut modéliser. Est-ce que c'est vraiment on a besoin d'un modèle de data science? Comment est-ce qu'on peut partir sur des choses très simples dès le début à mettre en place, peut-être juste des requêtes SQL, des choses très simples, mais on accompagne les analystes de ce côté-là et pour travailler et finalement clarifier les bases du problème, enrichir la connaissance autour de ça et travailler. Donc voilà, donc ça c'est un peu aussi un travail un peu d'éducation à chaque fois de ces équipes business. Et la manière de synthétiser un peu ce que je voulais dire par toutes ces relations, c'est un peu montrer de l'empathie. Alors c'est un peu c'est punchy, mais pour moi l'idée c'est de dire voilà, donc ce diagramme qui est un peu celui qu'on montre toujours quand on parle de ce que c'est que la data science, que c'est la combinaison de computer science, de maths, de stats, etc. et une connaissance business. C'est vrai, il faut ces trois piliers un petit peu pour être capable de faire de la data science. Et justement, l'intérêt, c'est surtout sur la partie computer science et business, on est en interaction avec des équipes sur ces aspects-là. Comme on a ces connaissances, il faut les utiliser. Il faut être capable entre guillemets, de pas juste se servir pour développer ses projets, mais pour être aussi là pour accompagner les projets au sein de ces équipes-là. Et donc, parce que c'est des projets souvent R&D, c'est très compliqué. On est un peu les seuls en data scientist à savoir ce qu'on fait et comment le faire, ce qu'il en retourne. C'est des fois des boîtes noires. Ben non, le modèle, on peut pas confirmer qu'il va faire ça, etc. On va faire du batch, donc comment on va s'intégrer avec, etc., etc. Donc, en conclusion un petit peu de cette partie-là, c'est vraiment de se dire, on a des compétences qui sont transverses, utilisons-les pour renforcer nos relations et notre intégration et s'intégrer plus fortement avec ces différentes équipes. Parce que c'est ça ce qui va permettre finalement d'accélérer les projets, de prendre aussi de l'ownership et d'être porteur de la delivery, de la mise en place de nos projets. C'est ça ce qui va permettre de faire ça plus rapidement et des fois même de permettre le succès de ces projets et donc d'apporter de la valeur. Voilà, donc ça, c'était sur un peu ce que je voulais revenir sur les constructions d'équipes et des relations. Et pour moi, ça a été ça. J'ai beaucoup travaillé avec les équipes business, principalement, et les DevOps dès le début pour la mise en place des premières choses, pêcher les premiers projets avec les équipes business, sur quoi on doit se concentrer, qu'est-ce qui est primordial, etc. Comment on met en place nos environnements de prod pour faire de la data science et de la modélisation. Et ensuite viendra l'intégration. Mais voilà, ces relations, elles sont importantes. Aujourd'hui, je suis content d'avoir mis ça en place parce que c'est vraiment clé sur comment on trouve des nouveaux projets, comment les gens aussi viennent nous voir avec des idées parce qu'ils ont bien compris un peu plus ce qu'on faisait et comment on pouvait les aider. Et pas seulement d'un point de vue business, des fois avec des équipes tech ou autres. Attaquons maintenant la troisième partie. Donc voilà, on va dire sur la première phase, on avait bien mis en place les process, on a bien mis les relations, on commence à avoir des projets et va se poser la question de comment est-ce qu'on commence à construire l'équipe. Donc voilà, ça c'est quelque chose où à peu près 1 an, moi chez Vestiaire, la question s'est posée de commencer à recruter des personnes. C'est pareil. Donc ce que je vais mettre en avant, c'est vraiment, c'est comme tout. Je pense que quel profil on doit chercher quand on se parle, les questions qu'on doit se poser un petit peu autour du recrutement, c'est bateau et je pense que c'est un peu une porte ouverte, c'est enfoncer une porte ouverte sur beaucoup de questions de recrutement. Ce que je voulais mettre un peu plus en avant, c'est des questions auxquelles moi je me pose et comment je réfléchis à, OK, quand on doit recruter une personne, quelle introspection on fait sur l'équipe, sur ce qu'on doit faire. Et on va dire les trois points importants, je pense, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ceux que je me permets de mettre un peu plus en avant sont les suivants. C'est finalement, on va avoir des besoins de modélisation et de programmation. Mais quels sont entre guillemets, les niveaux minimums auxquels on s'attend quand on va intégrer une personne dans l'équipe? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit finalement plutôt sur l'aspect modélisation, ou est-ce qu'on va avoir besoin de quelqu'un qui a quand même des bonnes bases de programmation, ou
on a besoin de quelqu'un qui soit pur programmeur, peut-être vraiment très machine learning, très bon techniquement, avec, on va dire, le minimum pour faire de la modélisation, qui est capable de faire une régression linéaire, mais c'est déjà bien et ça nous suffit. Ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit capable d'utiliser une variété de modélisation différentes, qui ait une bonne connaissance statistique, d'explication, etc. La deuxième aussi qui va un petit peu de pair, c'est est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui a des connaissances de domaine approfondies. Dans certains cas, c'est important de recruter des personnes qui ont des bonnes connaissances dans ces domaines-là. Je pense au NLP, ou la recommandation, du deep learning, etc. Des fois, c'est des choses, on va dire, monter en compétence, ça prend du temps. Donc, connaître quelqu'un qui a cette expérience-là, c'est une aide. Et ça peut être vraiment un point stratégique. Ça peut être de se dire, voilà, comme il y avait une présentation sur l'usage du NLP, on peut dire qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaisse dans ce domaine-là pour nous aider à le faire. Parce que le temps qu'on monte en compétence, ça va pas, le projet, on va le perdre, ou ça va pas être aussi performant que ce qu'on pourrait. Trouver quelqu'un, et si on a besoin de développer cette compétence, prendre quelqu'un qui s'y connaît, ça peut être une aide. Et enfin, le dernier point, c'est la seniorité et le niveau d'expérience. Voilà. C'est pas la même chose de recruter quelqu'un qui sort d'école, qui doit apprendre beaucoup de choses, surtout en data science, c'est un petit peu aussi beaucoup d'heuristique, beaucoup d'apprentissage par le faisage, on va dire. Et donc, de se dire, est-ce qu'il faut quelqu'un qui soit efficace très rapidement? Est-ce qu'on peut prendre le temps de former cette personne et, on va dire, de l'accompagner dans notre méthode, ou prendre quelqu'un qui est peut-être un peu plus formaté par d'autres approches, mais qui est capable d'être plus efficace dès son arrivée. Et en partant de ce postulat, moi, quand j'étais amené à faire mes recrutements, voilà un peu les décisions, les choix que j'ai faits. Dans un premier temps, je me suis dit que je voulais des personnes qui avaient de l'expérience. Pourquoi? Parce que, étant tout seul, et avec tout entre guillemets, le lobbying, les mises en place, tout mon travail un petit peu de leadership autour de la data science que j'avais à faire en interne, ça a été extrêmement compliqué de faire un onboarding complet, surtout sur des aspects de modélisation et ce genre de choses. Donc, je voulais des personnes qui soient déjà capables d'avoir une certaine autonomie de ce côté-là, donc avoir un minimum d'expérience. Et en parlant d'autonomie, donc point numéro 2, je voulais que ce soit des personnes qui sachent programmer. Pour moi, c'était pourquoi? Parce que je voulais que les personnes soient capables d'avoir toujours cette autonomie, et surtout cette autonomie dans le développement des modèles, dans la mise en production et la delivery des modèles. Pour moi, avoir un modèle extrêmement compliqué, qui était extrêmement performant, ça n'avait pas tellement d'intérêt d'être très bon en modélisation, parce que au final, aujourd'hui, on était dans des mises en place de modèles. Dans les premières étapes, ce qui comptait, c'était plutôt de faire quelque chose, mais d'être capable de le mettre en place. Si c'était une régression linéaire, c'était amplement suffisant, mais il fallait qu'elle puisse aller en production, qu'on puisse la déployer, qu'on puisse l'intégrer pour continuer d'apprendre. Et après, on pourra itérer dessus. Après, on peut monter en compétences en modélisation. Aujourd'hui, pour moi, programmation était beaucoup plus importante. Et enfin, je voulais des personnes qui soient capables de prendre plusieurs sujets. Donc, pas du tout de knowledge spécifique. On était un peu à cette phase où, OK, on a des projets qui arrivent, c'est pas nécessairement très figé. On va sûrement toucher à plein de domaines différents. On va faire, par exemple, du scoring de produits. On peut avoir du comportement d'utilisateur, de la recommandation. Il y a plein de choses, plein de sujets qui peuvent arriver. On peut faire du marketing, etc. Donc, je voulais que ce soit plutôt je voulais recruter des personnes qui étaient capables de jongler entre différents projets, qui étaient capables de prendre ces sujets et d'essayer d'y amener quelque chose. Donc, pour moi, avoir quelqu'un qui était extrêmement compétent en deep learning, mais était incapable de travailler sur les sujets dont j'avais besoin à ce moment-là, et pas très intéressant. Donc, je préférais avoir des personnes qui soient vraiment très transverses. Donc voilà, donc ça avait été mes choix en termes de recrutement. Et donc au final, à peu près 1 an après être arrivé, on a commencé le recrutement, et j'ai eu les premières personnes qui sont arrivées grosso modo 1 an et demi après, 2 personnes assez seniors avec une certaine expérience pour m'aider à continuer à mettre en place l'équipe. Et donc voilà, donc on va parler un petit peu maintenant du premier projet qui a été mis en place. Donc le premier projet qu'on a travaillé, c'était product ranking. Donc, nous, on est une marketplace, un e-commerce, une entreprise de e-commerce, donc on a un catalogue de produits. La particularité, c'est qu'on a beaucoup de produits, plusieurs millions dans notre catalogue, puisque chaque produit est unique et c'est des utilisateurs qui les déposent. Donc nous, Eco, Vestiaire Collective, c'est un peu comme Vinted ou ce genre de choses. C'est un peu comme des petites annonces de produits, mais on est plutôt nous sur le marché du luxe, on fait de l'authentification et le contrôle qualité. Donc voilà, mais on a beaucoup et on est d'un point de vue international, donc on a des acheteurs et des vendeurs partout dans le monde qui viennent mettre en vente leurs produits. Donc on a un catalogue très important.
Et l'idée, c'était de se dire comment on peut aider nos utilisateurs à mieux naviguer ce catalogue et mettre en avant les produits qui, nous, on pense, sont ceux qui sont les plus intéressants. Voilà, donc ça, c'était notre objectif. On s'était défini aussi une mesure de succès assez claire. On allait faire un test, un A/B test sur le click-through rate. Donc, c'est est-ce que les gens vont cliquer sur les produits par rapport à ce qu'on leur montre, et derrière, est-ce qu'ils vont les acheter. C'est CVR, conversion rate. On est parti sur quelque chose qui était, on voulait, assez simple. Donc, un modèle qui partait sur la combinaison moyenne d'indicateurs qui avaient trait au produit, les caractéristiques du produit, par rapport à son prix, son style, etc., etc. Donc, pas mal d'informations. On a créé des indicateurs en soi assez simples et les combiner pour créer ce score qui allait permettre de les classer dans notre catalogue. Une recommandation qui avait été faite par les DevOps à l'époque, c'était utiliser au maximum les potentiels du cloud computing, donc d'AWS. AWS, et j'en ai cité plusieurs, a beaucoup de ressources managées. Utilisons-les. C'est simple, ça va vite. Il n'y a pas de gestion d'environnement de production. Tout est fait par AWS, donc allons-y. Souvent, c'est un peu plus cher, mais c'est pas grave, on a moins de temps humain à investir dedans. Et enfin, on avait une certaine contrainte quand même dans ce projet qui était que voilà, on a des produits qui vont être mis en ligne souvent. On peut pas précalculer toutes les combinaisons, donc on ne pouvait pas faire que du batch. Il fallait qu'on avait une partie qui devait être dynamique et qui devait s'ajuster aux caractéristiques des produits qui arrivaient. On ne pouvait pas tout anticiper. Donc à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, il faut qu'on déploie une API. Et donc, à quoi ressemble un peu l'API qu'on a mis en place? Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit diagramme pour expliquer un peu ce que ça fonctionne. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc, toutes les petites, tout ce qui va être la budget, donc ça, c'est des ressources AWS. Donc, en premier, on a un API Gateway qui nous permet de créer un endpoint. Cet endpoint, ensuite, il va appeler donc une lambda qui va, elle, exécuter toute la combinaison de la logique. Et derrière, comment est-ce qu'on fait un peu toutes les différentes composantes qu'on avait besoin de gérer? Donc, une partie était dans la lambda. Et derrière, on avait deux modèles un petit peu avancés de machine learning qu'on a déployés. Donc, les blocs verts, c'est SageMaker. SageMaker permet de déployer des endpoints, donc des API de machine learning pour servir la machine learning très simplement. Donc, on s'est dit, voilà, on a des modèles qui sont quand même un petit peu compliqués. On va les déployer comme ça, via SageMaker. Donc, tout ça nous permet de ne pas avoir de la gestion d'environnement. SageMaker le gère pour nous. Et tout ce qui peut être batch, précalculé et stocké, on va utiliser un Redis. Donc ici, c'était Elasticache, c'est des ressources, pareil, gérées AWS. Donc toutes les bulles colorées, etc., c'est ce qui est fait par AWS. Et derrière, pour un peu l'orchestration de tout ça, on utilise Airflow. Donc c'est les petits volants qu'on voit, les petits moulins. C'est Airflow qui va gérer tout ça, qui va permettre de scheduler les entraînements de modèles, déployer les endpoints aussi, parce qu'il peut contrôler des services, et qui va aussi faire les précalculs pour les envoyer dans le cache pour être utilisables. Et derrière, on a déployé une API de cette manière-là, finalement en 3 mois, d'un prototype très simple à la mise en place et l'intégration avec nos outils de production, etc. Donc le premier A/B test, le premier test est parti au bout de 3 mois, ce qui est finalement assez rapide par rapport à, on va dire, l'intégration que ça générait, etc. Et ça a été surtout possible parce qu'on a utilisé beaucoup de ressources managées d'AWS. Voilà, donc j'ai recité API Gateway, c'est le petit bloc violet avec marqué ranking en dessous, Lambda c'est orange et Elasticache c'était bleu. Après SageMaker. Donc voilà, on a eu besoin d'interagir aussi avec, de créer cette API, de s'interagir avec la tech, etc. Mais au final, voilà, donc, quand je parlais de les interactions avec les différentes équipes, DevOps ont été là pour nous accompagner, pour choisir un peu les bons outils par rapport aux besoins qu'on avait. On a discuté beaucoup avec la tech pour comprendre l'intégration, comment le faire. Et derrière, in fine, avec business pour porter ce projet, lui donner finalement l'intérêt qu'il pouvait avoir. Conclusion, rapidement, je regarde qui tourne. Les takeaways que je voulais mettre en avant. Première chose, les déploiements, c'est compliqué, faut les rendre simples. Et pour ça, utiliser des bons outils. Pour moi, Airflow, je pense que c'était quelque chose qui vachement simplifie tout ça. Très utile. Ça, c'est quelque chose que moi, je recommande de manière générale, mais qui après, voilà. Il y a d'autres outils pour déployer du machine learning. Aujourd'hui, il y a on parle beaucoup de MLOps, etc. C'est des options. Mais voilà, moi, de mon côté, je trouvais qu'Airflow était très bon. Il faut aussi trouver là où on rajoute de la valeur, on aborde de la valeur. Data science, ça coûte cher. En termes de calcul, en termes de ressources humaines, ça coûte très cher. Trouver là où on peut apporter de la valeur. Donc ça, c'est pareil, travailler avec business. Les relations, ça sert à ça. À trouver où est-ce qu'on peut s'intégrer rapidement, facilement et apporter de la valeur. Définir ce qu'on a besoin pour scale up. On a parlé de recrutement. Ça peut être des outils. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font pour aider à scale up. SageMaker, finalement, c'est un outil qui nous a permis de scale up aussi facilement. Donc voilà. Et enfin, quelque chose que je n'ai pas trop évoqué, mais un petit peu sur le projet, c'est l'A/B test.
c'est pour moi une des quasi seules manières de vérifier un peu la valeur qu'on apporte, de la mesurer et de le mettre en avant. A/B tester. C'est quelque chose des fois, on ne met pas assez en avant. Faites-le parce que c'est vraiment, il faut être sûr qu'on a des ressources d'A/B test. Je pense même pour soi en termes d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Dernier point, et après je repasse la main à Yael. Un peu la timeline de comment ça s'est passé de mon côté. Donc, moi, je suis arrivé en février. Comme j'ai dit, les premières personnes ont rejoint en mai. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu beaucoup de modèles en prod qui sont très vite accélérés. Donc, chaque personne a finalement été onboardée très rapidement, était capable de mettre en production leur modèle très rapidement. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout de 6 mois, on avait déjà mis 3 nouveaux modèles en production. Et ensuite, on continue de les travailler. Et ça ne veut pas dire que pourquoi est-ce qu'on a un gap plus important entre, disons, décembre 2019 et aujourd'hui sur 2020 où ça apparaît pas tellement. Bah, il y a eu beaucoup d'améliorations. On a retravaillé sur des nouveaux projets, des optimisations, etc. Et d'autres projets un peu moins importants, mais pas nécessairement autant intégrés, mais qui contribuent aussi à l'apport de l'équipe. Et donc voilà. Et tout ce gros gap en fait qu'on voit entre février 2018 et mai 2019, c'est un peu ce que j'ai appelé ma phase 1, c'est construire ces ponts. Travailler avec les équipes pour mettre en place des intégrations d'un point de vue technique, faire un modèle simple qui est très facile, qui peut être très facilement explicable, comme ça business il est on board, il est d'accord, qui est facile à intégrer. Et une fois que l'intégration est faite, on peut l'améliorer, on peut travailler dessus. C'est facile. On a fait ce pont. On a créé un pont entre l'environnement de data science et l'environnement de production. Donc, on peut après changer les données qu'on envoie. C'est très facile. Ça, c'était vraiment la première phase. Et tous ces projets de mise en production, c'est toujours ce qui a été fait. Et la phase 2, pour moi, ça va être plutôt, OK, on va monter en compétence. C'est-à-dire que maintenant, les projets, on les a bien intégrés. Comment est-ce qu'on peut être beaucoup plus client-facing, s'intégrer beaucoup plus directement, d'être nous, finalement, l'équipe qui va se servir les résultats plus directement, sans passer par d'autres équipes. Et aussi, beaucoup travailler à renforcer l'équipe, redéfinir les outils, comment est-ce que sont les besoins qu'on a, etc. Voilà ma conclusion. Merci à tous. Alors bravo Adrien, c'était franchement hyper intéressant, super captivant comme présentation. Effectivement, je pense que c'était un très beau partage d'expérience. Même pour moi en tout cas, c'était très enrichissant. Ce que je te propose, c'est de très succinctement donc te faire l'animateur et donc te poser les différentes questions. Je vais me permettre également d'orienter un peu les questions parce que parfois tu y as répondu ensuite pendant ta question. Bon, voilà, typiquement, on a une première question de Marie Krapp de Vente Privée. Quels sont les principaux projets data science en production chez vous? Alors, on a vu qu'il y avait 3 projets en production. Tu as parlé du premier projet en production, donc peut-être que tu ne souhaites pas forcément parler des 2 autres projets parce qu'ils sont peut-être sensibles. Voilà, je te laisse y répondre. Non, je pense que c'est pas nécessairement. Après, donc voilà, on est dans un contexte de marketplace et de e-commerce, donc on va avoir des choses qui sont très sympas, toujours un peu les mêmes choses. Donc, voilà, donc le ranking de produits dans notre catalogue, comment on classe les produits, donc ça je l'ai évoqué. Les 2 autres gros projets qu'on avait mis en place, il y en avait un, c'était surtout finalement un peu assez technique, c'était la première base de recommandation de produits. Donc on a un bloc sur nos pages produits de produits similaires ou recommandés, etc. Donc prendre la main sur ce bloc-là qui était avant plutôt fait par les équipes tech. Voilà, ça a été plus une intégration technique que vraiment un apport de valeur à proprement parler, mais ça avait été le 2e projet sur lequel on a travaillé et sur qui depuis finalement on peut se permettre de faire évoluer et finalement aussi intégrer des leviers. C'est aussi quelque chose que la data science peut apporter aux équipes business. Et le dernier, c'est un peu aussi dans la recommandation. On a lancé une feature dans la trappe qui s'appelait le newsfeed et ça avait été de la recommandation de profil. Donc on a une communauté d'utilisateurs et c'est comment essayer de pousser des utilisateurs vers d'autres pour mettre en place cette communauté, de rapprocher les acheteurs et les vendeurs pour simplifier parce que voilà, ça avait été autour de ces recommandations-là. Et le dernier qu'on a mis en place, c'est on travaille autour du pricing. Donc, ça, c'était client facing. C'est la dernière qu'on a vraiment beaucoup plus directement, on interagit directement, qui est de comment est-ce qu'on peut accompagner nos utilisateurs pour mettre le prix de leurs produits parce que c'est de la seconde main, il y a un degré d'usure, des fois c'est des choses un peu vieilles. Donc, voilà. Comment utiliser nos données et les accompagner de ce point de vue-là. Très bien. Alors, il ne nous reste que 6 minutes parce qu'ensuite, tu as un rendez-vous à 14h. On va essayer de faire ça. On peut étaler un petit peu, il y a un petit peu. Ok, il n'y a pas de souci. Nickel. On a ensuite une question concernant le nombre de personnes dans tes équipes et la répartition des rôles jobs. Tu as répondu partiellement pendant ta présentation. Si tu peux nous en dire plus? Pas de souci. Donc aujourd'hui, dans mon équipe au global, donc pas seulement data science, mais data science et engineering. Donc j'ai deux data scientists qui m'ont rejoint en mai dernier. On a aussi été rejoint par un stagiaire il y a pas très longtemps côté data science. En data engineering, aujourd'hui, j'ai 2 data engineers qui aussi aident beaucoup les data scientists. Je pense que c'est quelque chose
je n'ai pas nécessairement évoqué dans la présentation, mais par exemple, des fois, des mises en place d'API plus compliquées ou ce genre de choses. Et les data engineers vont aussi beaucoup aider les data scientists de ce côté-là. On a 2 data engineers. Et j'ai aussi une personne qui est un petit peu le commando, un ninja dans l'équipe, qui est un plutôt machine learning engineer, qui est très baigné dans beaucoup de techno très avancés, qui permet justement des fois de faire le lien un peu plus sur les intégrations techno plus avancées, sur aussi être capable de faire du machine learning. Mais, voilà. Très bien. Donc, voilà, alors, une question également sur les débuts de carrière en data science, parce que typiquement, parmi donc les participants, donc pour info, au final, il y a eu plus de 50 personnes, presque 60, qui sont connectées à l'instant T, au total presque 100 personnes différentes. Petite question, donc il y a Yasmine, il y a Maïlis qui a posé différentes questions sur, voilà, donc typiquement on se forme, ok, on a un niveau junior, ou bien actuellement déjà on est junior parce qu'on est on vient d'être diplômé, on a suivi un bootcamp ou autre. Voilà, soit on s'est orienté vers une formation data scientist, soit vers une formation data ingé. On a pu suivre un projet peut-être pendant sa formation, normalement. Voilà, il se trouve que les entreprises recherchent souvent des profils confirmés dans ce domaine. Et toi-même, pendant ta présentation, tu parlais effectivement de l'intérêt de recruter des seniors, en tout cas des personnes qui avaient une certaine expérience. Voilà, est-ce que tu aurais un petit trick, une petite astuce, un conseil à donner pour ces profils juniors qui potentiellement souhaiteraient postuler pour des postes équivalents? Oui, alors je pense que c'est des questions de phase et de maturité d'équipe et d'entreprise. Comme j'ai dit, aujourd'hui, finalement, on a aussi pris dans l'équipe un stagiaire et c'est quelque chose qu'on va aussi commencer à faire un petit peu plus et par rapport à la manière dont on grandit. Le choix a été à l'époque parce que on a besoin de monter très rapidement et donc du coup, j'avais besoin des personnes qui sont opérationnelles aussi rapidement. Mon conseil, c'est justement d'essayer de trouver des entreprises qui sont peut-être d'une certaine maturité, qui ont une certaine taille où on peut être aussi accompagné. Finalement, un constat que j'ai fait aussi, surtout dans certains recrutements, ce que j'ai pu voir des fois, c'est que des personnes qui, certes, ont une certaine expérience, mais qui ont démarré dans une entreprise en étant le seul data scientist, ben, ce que mon expérience m'a montré, c'est que souvent, c'est aussi, on prend pas des fois des bonnes habitudes, on n'est pas nécessairement, on ne crée pas un esprit critique nécessaire quand on est un peu tout seul. Donc, je pense que quand on cherche des premières expériences, c'est d'une plus simple et de deux plus, comment dire, c'est meilleur en termes d'expérience d'être dans des équipes qui sont déjà assez implantées, qui ont déjà plusieurs membres assez seniors et qui savent un petit peu ce qu'ils font. Très bien. On a une petite question également sur l'organisation, la priorisation du travail au sein de l'équipe. Est-ce que c'est un cycle en V? Est-ce que vous faites appel à des méthodes agiles type Kanban, Scrum ou autre? Alors moi je suis assez fan je vais pas dire que je vais mettre en place directement les méthodes agiles. On essaye, on réfléchit un peu à comment on fonctionne autour de ça. Les principes agiles, oui, les méthodes agiles telles que Kanban ou Scrum, c'est assez compliqué des fois à bien mettre en place et à faire fonctionner. C'est pas tellement fait pour. Mais je pense qu'il y a des bons principes. Ce qui est important, c'est de toujours donner de la visibilité aux stakeholders. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'un projet de data science, ça dure plusieurs mois. Souvent, il y a beaucoup de choses où c'est aussi c'est de la recherche, donc on ne sait pas quand s'arrêter, quand est-ce qu'on en fait trop, quand est-ce qu'on se dit qu'il faut continuer de chercher, optimiser des nouvelles features, optimiser les hyperparamètres, etc. Et on peut ne jamais s'arrêter. Donc c'est important quand même de garder un peu certains principes justement de transparence, de communication, etc. Aujourd'hui, dans la méthode dont nous on travaille, ça va être beaucoup, on va prendre un projet, réfléchir à une problématique, une optimisation, une amélioration, qu'est-ce qu'on doit développer. Par exemple, le ranking, se dire, voilà, on veut mettre en place ce scoring pour changer un peu, pour permettre d'avoir quelque chose qui mette en avant des produits qui, des fois, seraient passés un peu à trappe par rapport à des classements par prix ou des classements par récence. On va discuter quels sont les facteurs importants, on va accompagner, etc. Et après, on va mettre en place le projet. Et ce qu'on fait, c'est on a beaucoup de phases, on va dire, indépendantes où on va travailler sur notre projet. Et après, une phase d'intégration avec les autres. Moi, je suis assez fan d'avoir un peu, pas du waterfall, mais un peu de Gantt, de suivre un peu pour aussi garder dans la boucle les dépendances externes, de travailler avec les autres équipes. Voilà, à un moment donné, nous, on se fixe d'avoir quelque chose qui puisse être utilisé par les autres équipes pour être intégré à partir de telle date. Voilà. Donc, c'est assez flexible, ça va vraiment dépendre des besoins. Je pas nécessairement de gros principes, mais c'est pour moi la communication. Je pense que c'est un peu bête, mais oui, la communication, c'est ça qui va être plutôt prépondérant. Pas de méthode particulière.
Très bien, très bien. On a eu en fait, par la suite, on a eu donc deux questions, que ce soit sur le chat ou sur les questions même, leur grille de questions, concernant le choix des providers cloud. Pourquoi tout de suite s'être orienté vers AWS et non pas Azure, GCP ou autre. Voilà, bon, après, c'est une question pas forcément. On n'a pas le choix. C'était c'est un choix qui n'a pas été fait par notre équipe. C'est un choix qui a été fait par le CTO, enfin par l'équipe tech. Donc, nous, on se greffe dessus. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit alors, de mes connaissances plutôt Azure, GCP et AWS, c'est assez équivalent dans leurs offres, quasiment tous les mêmes services. Je pense pas qu'il y ait vraiment de grandes différences entre ces différents providers. Après, pourquoi? Parce que par exemple, mon équipe, on s'est pas dit, bah nous, on trouve que GCP c'est mieux que Google est meilleur que AWS pour nos besoins. Après, c'est un choix qui est compliqué. Parce que si on commence à se séparer, déjà que on est déjà un petit peu à l'écart. Et si en plus on se met sur un provider encore plus à l'écart, avec des outils qui sont encore indépendants, avec des communications qui sont pas très simples, là c'est fini. On va pas réussir à bien travailler. Donc, se mutualiser. Je pense aussi quelque chose comme ça quand on discute avec les DevOps. On a pris AWS parce que c'est ce que les autres utilisaient. Donc on utilise ce que les autres utilisent. C'est ça. Si demain on doit passer à GCP, bah, nous on passera à GCP, on passera à Azure, on passera à n'importe quoi, puisque finalement on essaie aussi d'être assez flexible de ce côté-là. Effectivement. Bon, après, vous avez quand même choisi d'utiliser également des services spécifiques à Amazon, donc ça serait un peu plus difficile. Voilà. Enfin, même si vous Sûrement. second plan, voilà, le fait d'avoir utilisé SageMaker ou autre, bon bref. Donc ensuite, on a une petite question de Claude. Ton CTO maîtrise-t-il la data science ou au moins a-t-il été sensibilisé par une formation, c'est-à-dire quel est le niveau, la sensibilité, on va dire, de ton CTO à la data science? Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'au final, mon équipe de data science, etc., est rattachée au pôle data, qui lui est indépendant en fait de la tech. Donc on n'est pas rattaché à produit business ou tech, on est notre entité indépendante. Ce qui est aussi assez intéressant et assez valorisant pour nous en termes d'indépendance de choix de projet, de choix de technologie. Donc, voilà. Est-ce que le CTO, je pense, a des connaissances et un peu baigné sur ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que finalement, c'est pas quasiment les discussions qu'on va avoir plus souvent avec lui, et c'est pas nécessairement lui qui est le plus porteur de sujet. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir, surtout, je dirais qu'on soit indépendant ou autre, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir quelqu'un haut qui porte ces sujets-là. Des fois, la donnée, tout le monde veut de la data science, tout le monde veut être data driven, tout le monde veut faire ça. Mais derrière, il y a un engagement à prendre vis-à-vis de ça. Ça veut dire aussi débloquer des ressources, débloquer des possibilités, etc. pour les équipes. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui soit porteur de tout ça. Moi, mon manager, qui est Chief Information Officer chez Vestiaire, c'est vraiment quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup porté, et du coup, qui permet aussi de se sentir bien quand on fait des projets. C'est pas juste un effet de marketing et buzzword, on fait de la data science. Je vois bien. Alors, on aura une dernière question de Thomas. On en a encore pas mal, mais on n'aura pas forcément le temps. Donc, avez-vous des data analysts dans votre équipe? C'est vrai que toi, tu as parlé de 6 à 8 personnes. J'imagine bien qu'il va y avoir peut-être des personnes qui peut-être doivent travailler peut-être sur des reporting ou sur des analyses pas forcément aussi avancées que celles effectuées par des data scientists. Voilà, la mise en place de dashboard avec des outils propriétaires ou autres. Voilà, concrètement, enfin, Vestia, c'est quand même une licorne. Je pense pas qu'il y ait que 6 à 8 personnes qui bossent sur des sujets data, quoi. Non, bien sûr. Donc, de manière simplifiée, l'équipe data au global est séparée en 2 morceaux. On va avoir mon pôle qui est plus sur l'aspect, on va dire, avancé, data avancé, et tout un pôle BI Data Warehouse qui travaille justement sur les mises en place des dashboards, sur la qualité aussi des données de notre warehouse, etc., de lesquelles nous on dépend. Donc voilà. Donc ça c'est une autre équipe. Et alors on a des ressources centralisées, l'équipe BI, et on a aussi des ressources décentralisées, intégrées dans les équipes d'analystes qui sont beaucoup plus à même d'appréhender les problématiques et les analyses pour ces équipes-là. Très bien, très bien. Ça sera tout pour les questions. Franchement, Adrien, merci infiniment et c'était vraiment hyper enrichissant, c'était intelligible comme présentation. Quelques petits rappels. Donc, ce soir, il va y avoir un cours de pâtisserie du côté de Data Scientist. Pour info, la semaine dernière, ils ont fait un cours de sport. Donc, après l'effort, le réconfort, on va dire. C'est vrai que la logique aurait voulu que ce soit le contraire.
Semaine prochaine, on a la JPO, non, on a la JPO le 8 décembre, le 9 décembre, journée porte ouverte décembre. Le 9 décembre, on a Samir Itidir de chez Orange Bank, le Chief Data Officer, qui va nous présenter un super sujet. On est encore en train d'arrêter le choix du sujet. Bravo en tout cas. Vous pouvez trouver donc le channel YouTube. Alors je pense qu'il a dû être envoyé sur le chat, mais en tout cas le channel YouTube sur lequel vous trouverez le replay pour ceux qui sont venus un peu en retard. N'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup Adrien. Je vous souhaite une très belle journée et bon courage à tous. Merci à vous. Au revoir.